Bonjour, bienvenue pour cette troisième et dernière partie sur les transformations nucléaires. Donc dans cette partie, on va quantifier l'énergie libérée lors d'une transformation nucléaire. On quantifiera également l'énergie de liaison d'un atome. C'est parti. Donc dans un premier temps, on va voir la fameuse relation d'Einstein qui permet de trouver l'équivalence entre la masse et l'énergie. E égale mc carré. Alors cette relation, elle est importante parce qu'en fait, elle nous fait comprendre que chaque substance, n'importe quoi, qui possède une masse dans l'univers, est équivalent à de l'énergie. Même le petit grain de poussière que vous avez dans le coin de votre chambre, eh bien, c'est de l'énergie. C'est une énergie qui est potentiellement utilisable. On ne sait pas encore l'exploiter forcément, mais il faut savoir que c'est de l'énergie. Alors, en termes d'unité, l'énergie est toujours en joules. La masse en kilos, système international, et C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, la vitesse de la lumière, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Cette équivalence masse-énergie va nous permettre de quantifier les énergies libérées lors d'une réaction nucléaire. Prenons par exemple le cas de la fusion de l'hydrogène. Donc, je rappelle l'équation de réaction. On se rend compte en fait par l'expérience que la masse des produits en fait est inférieure à la masse des réactifs. Regardez bien la balance. La masse de ce qu'on avait au départ est plus lourde que l'ensemble de la masse de ce qu'on a à la fin. Donc il y a eu une perte de masse. Et cette perte de masse va être équivalente à de l'énergie grâce à la relation d'Einstein. C'est ça qu'on va quantifier en fait. Donc déjà on va voir comment calculer une perte de masse. Alors tout simplement c'est un delta M. Donc c'est masse finale moins masse initiale. Souvenez-vous, en physique, un delta, c'est toujours finale moins initiale. Donc trouvez-moi une manière d'exprimer ce delta M dans ce cas précis. Allez, mettez pause et proposez quelque chose. C'est parti, donc on a delta M, donc la variation de la masse, c'est la masse des produits, la masse finale, moins la masse des réactifs, la masse initiale. Donc voilà à quoi doit ressembler votre expression. On a la masse des produits à gauche. Voilà les notations. Je conserve les notations comme dans l'équation finalement. Et ensuite, moins la masse des réactifs. Okay. Et ensuite, une fois que j'ai calculé ça, je peux calculer l'énergie libérée correspondante grâce à la relation d'Einstein. J'aurai donc E libéré au cours de la réaction. Ce sera en valeur absolue de delta M fois C au carré. Donc les valeurs absolues servant à ramener ce delta M positivement, puisque les produits sont moins lourds que les réactifs, donc forcément le delta M sera négatif. Donc ça permet d'avoir une énergie libérée qui est positive. Alors on reparlera de cette histoire de convention en cours, hein, mais pas forcément la plus judicieuse. Bon, on verra plus tard. L'ordre de grandeur pour un noyau. Alors, ça c'est pour votre culture, hein, la fission de l'uranium pour un noyau, elle est capable de libérer 200 mégaélectronvolts. Et la fusion donnant un noyau d'hélium, elle permet de libérer 20 mégaélectronvolts. Alors, on ne va pas conclure de manière trop hâtive quant à la puissance de la fusion et de la fission, juste avec ces chiffres. Donc, on va faire un petit comparatif, bombe atomique, bombe hydrogène. Alors, cas déjà de la fission. Fission de l'uranium, donc la bombe atomique. L'énergie libérée, on a dit, elle était de 200 mégaélectronvolts. Alors vous n'êtes pas obligé de tout noter l'équation, hein. Bon, ça c'est surtout pour votre culture personnelle, quoi. L'équation de fusion d'hydrogène que voici va donner une énergie libérée, on a vu, de 20 mégaélectronvolts. En fait, on peut pas juste en regardant ça dire ah bah du coup c'est forcément la bombe A, la fission, qui va produire le plus d'énergie. En fait, il faut relativiser ça au nombre de particules engagées, en fait. Par exemple, là, les 200 mégaélectronvolts de la bombe d'uranium, elle est libérée par l'intervention de 236 nucléons, 236. Alors que l'énergie de 20 mégaélectronvolts de la fusion, elle est générée par 5 nucléons qui interviennent. Donc finalement, si on ramène cette énergie par nucléon, c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir comparer en fait. On a 0,84 mégaélectronvolts par nucléon dans le cas de la fission et
4 mégaélectronvolts par nucléon pour la fusion. Donc finalement, c'est bien la fusion qui va libérer le plus d'énergie. Alors, l'énigme de la masse manquante, qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit de comprendre comment les particules sont liées entre elles, de quantifier plus exactement l'énergie qui va permettre la cohésion du noyau. Alors, prenons par exemple donc, cette animation que j'ai trouvée sur Internet, hein, il y a le lien dans la description de la vidéo. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a une balance, ici. Ici, j'ai un sac qui peut contenir plusieurs particules élémentaires, je peux régler le nombre ici. Et là, je peux sélectionner des éléments chimiques. Donc, par exemple, je vais prendre le carbone. Je vais m'intéresser au carbone 12, que vous connaissez bien, c'est celui qui a servi à définir la mole. Hein. Bon, donc je prends ce carbone et je vais le peser. Je le mets sur la balance. Paf. Alors, l'unité elle est donnée en masse atomique, on en parlera en cours. Hein. C'est une unité, c'est comme le kilo, mais bon, on s'en sert beaucoup dans les réactions nucléaires. Quand je dis c'est comme le kilo, c'est pas du kilo, hein, il y a un lien mathématique entre les deux. Bref. Voilà la masse en unité atomique du carbone 12. Maintenant, je vais comparer cette masse de l'atome à la masse de tous les constituants de l'atome. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, j'ai 6 protons. Donc là, je vais mettre dans mon petit sac 6 protons. Vous voyez, Z égale 6. Et ensuite, je sais que je m'intéresse à la masse du noyau, hein, là où la masse est essentiellement concentrée. Donc je vois que j'ai 6 neutrons. Donc je vais mettre dans mon petit sac 6 neutrons. Vous voyez, là, j'ai tous les constituants qui constituent, j'ai toutes les particules élémentaires qui constituent le noyau de carbone 12. Je prends mon petit sac et je vais venir le déposer sur la balance. Et là, regardez ce qu'on a. On constate que la masse de toutes les particules élémentaires prises de manière indépendante est supérieure à la masse de l'atome lorsqu'il est constitué. Donc il y a un problème, c'est pas logique. Il y a une masse, il y a un delta M, il y a une masse qui manque. C'est la masse manquante. Donc on va voir à quoi elle sert cette masse manquante. Déjà on va voir comment quantifier cette masse manquante comme tout à l'heure. Donc je rappelle la situation, on a ici les particules, les nucléons pris séparément, d'accord, ils ne sont pas liés, on les prend tels qu'ils sont et on additionne leur masse. Ici j'ai un noyau constitué, donc des mêmes particules élémentaires mais qui sont liées entre elles, et on constate que la masse des particules indépendantes est plus lourde, enfin est plus importante, pardon, que la masse du noyau lui-même. Alors, calculons ce défaut de masse. Donc, le défaut de masse, c'est un delta M, donc ça va être en fait la masse des constituants, d'accord? Donc, le nombre de particules, le nombre de protons, hein, Z, fois la masse du proton, plus le nombre de neutrons, ici, fois la masse d'un neutron, et moins la masse du noyau. Et maintenant, on va voir où est passée cette masse manquante. Et bien en fait, ce défaut de masse, il correspond à l'énergie de liaison du noyau. Regardez comment ça l'amuse Einstein, c'est une découverte énorme. C'est-à-dire qu'il fallait bien expliquer, quantifier à quel point un noyau était stable. Et bien voilà, c'est chose faite grâce au delta M, à la variation de masse. Donc pour calculer cette énergie de liaison, c'est très simple, c'est comme tout à l'heure, delta M fois C carré. Cette énergie de liaison sera toujours positive. Alors, maintenant, vous pouvez trouver comment comparer la stabilité de plusieurs isotopes. Il suffit de regarder leur énergie de liaison et de tirer les conclusions qui s'imposent. On en reparlera en classe. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur les transformations nucléaires. Alors voilà les exercices qu'on fera en classe. À bientôt pour une prochaine.